Ok, bonsoir à tous. The Kesh Foundation is extending an invitation to experienced farmers, agricultural specialists, and researchers to apply to the Foundation's private weekly agriculture teaching workshops. If you fall into one of these categories and are interested in plasma technology integration into agriculture, you're invited to apply. Scientists and agricultural practitioners of the Kesh Foundation continually develop and apply new methods of food and fiber production, soil fertility management, plant and livestock health management, and increased farm productivity using the most advanced plasma technology that is taught at the Kesh Foundation Spaceship Institute. In the teaching workshop, you'll learn the science of plasma technology and its applications in the field of agriculture for enhanced and equitable global food production while minimizing costs and external inputs. Practicing farmers and Kesh Foundation scientists will demonstrate their application of plasma technology in agriculture and the ensuing results of such applications, thus deepening and enriching learning for all participants in the private teachings. Participants are encouraged to demonstrate their farming practices in the teaching workshop. The private teachings are broadcast in English live over the internet through a secure private channel every Wednesday at 10 a.m. to 1 p.m. Central European Time. If necessary, you may bring a translator to the workshop. All applications are required to provide proof of their education and professional qualifications, must pass a security background check, and are required to sign the Kesh Foundation's World Peace Treaty, which can be found at the following web address. Translators that attend must also pass a security check and sign the World Peace Treaty. For details on how to join the private teachings in agriculture, send an email to agriculture@kfssi.org stating that you'd like to participate. Include in the email your education and agricultural experience and reasons for your interest in plasma technology. Applicants will be contacted with further instructions and details on the application process. Alors bonsoir à tous. Donc ce soir on va faire le troisième atelier des jardiniers. Donc c'est sur le septième, c'est la suite de ce que l'on avait vu donc la dernière fois. Frédéric va vous présenter l'atelier des jardiniers ainsi que la traduction, donc la traduction de la vidéo qu'elle va vous faire en direct. Moi avant, je vais essayer de vous éclairer un peu plus sur le tableau des éléments et vous présenter donc ce tableau des éléments et un petit peu comment on peut s'y retrouver là-dedans. Tout le monde m'entend bien, ça va? Oui, Oui, c'est bon. Bien. Alors c'est parti. Vous voyez l'écran ou faut que je repartage? Oui. Ok, super. Alors, je vous ai fait un PowerPoint. On va essayer de faire les choses clairement. Donc, un petit rappel, on est dans la technologie du plasma. Il y a la physique, la chimie, la biologie. Donc, la biologie va être plus concentrée sur la cellule. La cellule est remplie de molécules.
Donc là, on est plus dans la chimie quand on parle de molécules. Et les molécules sont constituées d'atomes. Et là, on est plus dans la physique. Et avec le plasma, on est dans la science plasmatique. Donc pour info, il se peut que dans la biologie, dans la chimie, comme dans la physique, par rapport au monde du plasma, il y ait quelques manques, puisque c'est une nouvelle science, une nouvelle technologie, et peut-être que tout n'a pas encore été trouvé, décelé. Donc, comme je vous l'ai dit, la molécule est faite d'atomes. Donc, une molécule de dioxyde d'oxygène, c'est ce que l'on respire, hein, est fait de 2 atomes d'oxygène. Une molécule d'eau est faite de 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Donc, ça se lit toujours le chiffre qui est présent intéresse la lettre qui est avant. Donc, c'est H2, donc 2 hydrogènes. Et oxygène, il est tout seul, il n'a rien derrière. Hein. Il pourrait avoir un 1, mais par défaut, on ne lui met rien. Ensuite, vous avez donc le CO2. Donc, pareil, vous avez un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. Hein. Le 0 pour l'oxygène et le 2 pour dire qu'il y a 2 atomes d'oxygène. C'est clair pour tout le monde jusque-là? Oui. Ok. Oui. Voilà, donc c'est très succinct hein, ce que je vous présente, hein, c'est pour essayer d'y voir plus clair. Donc, un atome, on a vu que les molécules étaient faites d'atomes, et l'atome lui-même est constitué de particules. Donc ça, ce que vous avez en haut, c'est un atome, et à l'intérieur de cet atome, il y a des particules, on appelle ça des particules subatomiques. Hein. Donc des électrons, des protons, des neutrons. Alors en détail, un atome est constitué d'un noyau. À l'intérieur de ce noyau, il y a des nucléons. Nucléons, ça vient de noyau. Hein. Donc c'est ce qui constitue le noyau. Et c'est ce qui va faire la majorité de la masse de l'atome, en fait. C'est ce qui va être le plus fort, c'est le noyau. À l'intérieur de ce noyau, vous avez les protons. Les protons, eux, ils sont chargés donc positivement. Et le nombre de protons, pour le trouver, on va se référer au numéro atomique. La lettre, pour citer ce numéro atomique, c'est la lettre Z. Des fois, on en a besoin. Donc, le proton se réfère au numéro atomique. Il y a le neutron, toujours à l'intérieur du noyau. Donc, lui, il a une charge dite neutre. Le nombre de neutrons, il est égal à A. A, c'est la masse relative. C'est ce que vous avez en bas de la 15, hein, la masse relative, moins son numéro atomique, le Z. Ensuite, vous avez les électrons qui gravitent autour d'orbites. Ça s'appelle des couches électroniques, hein, c'est ce qui porte les électrons. Donc le nombre d'électrons, lui, il va correspondre exactement au nombre de neutrons. Mais ils vont être négatifs. On a un équilibre entre les protons et les électrons. Alors comment on s'y retrouve dans le tableau? Dans le tableau, par élément, vous allez avoir une case comme ça. Donc en haut, à gauche, la lettre Z, donc, qui comporte le chiffre 6 et qui va être le nombre de protons. Juste en dessous, vous allez avoir le symbole. En l'occurrence, là, pour le carbone, c'est le C. Ensuite, vous allez avoir en toutes lettres le nom. Et en dessous, la masse relative. Voilà, donc la masse, son unité, c'est la mole. Hein. Bon, ça, après, il faudrait rentrer un peu plus dans les détails. Voilà.
Ensuite, ici, à droite, en haut, vous avez le nombre d'électrons. Donc, on a dit que le nombre d'électrons était égal au nombre de protons. Donc, 2 et 4, ça fait bien 6. Alors, si on voulait faire le schéma de l'atome de carbone, donc 6, on aurait bien aussi protons. La masse, donc 12 divisé par 6, ça nous fait 6. Donc on aura aussi neutrons. Nos électrons, il y en a 2, plus 4. Donc sur la première couche, il n'y a toujours que 2 électrons. Et les autres sont répartis sur les autres couches. Donc là, on peut voir qu'il y a simplement 2 couches, parce qu'il n'y a que 2 numéros. Sinon, les chiffres seraient, sinon il y aurait 3 chiffres. Alors donc, on enlève cette orbite là, parce qu'elle n'existe pas en fait pour le carbone, hein. Et ça, ce sont les périodes. C'est ce que vous allez retrouver sur votre tableau périodique, sur la colonne de gauche. Alors, on va aller sur le tableau périodique, je vais vous montrer. Je ne sais pas si ça va partager par contre. Peut-être falloir que je repartage. Vous avez le tableau périodique là ou pas? Non, ça revient sur tes questions. Okay. Ouais, alors je vais aller le chercher là. Je n'ai pas dû partager correctement. Tac. Donc le tableau périodique, moi j'aime bien utiliser celui-ci. Fred a dû vous le mettre en lien. Donc voilà, moi c'est celui que j'utilise. Donc on parlait des périodes pour savoir combien il y avait de couches électroniques autour du noyau. Donc les périodes sont ici. Donc on voit l'hydrogène, il est tout seul. On le voit ici. Il a un seul électron et il n'y a qu'une couche. Ensuite, vous avez la période 2. Donc le beryllium, par exemple. Donc il va avoir 2 couches d'électrons. Donc dans la première, il y a toujours 2. Et dans la seconde, donc là, il y aura 2. Ensuite, si vous allez sur la troisième, sur le magnésium, vous avez vu, vous avez 3 couches d'électrons. Donc là, il y aura 3 orbites en fait. Voilà, donc sur ce tableau, il est dynamique, hein. Donc vous avez vu que quand vous passez la souris, ça vous affiche ici la case de l'atome concerné. Vous pouvez avoir ici les classifications par groupe, donc tout ce qui est métaux, les métaux alcalins, vous voyez les différents métaux. Hop, ça vous les marque à chaque fois. Et les non-métaux et les gaz rares. Voilà, donc je pense que je vais pour l'instant arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions? Mais les carbones. Oui, je vous écoute. Ah, oui, quand on parle d'isotopes, par contre, tu peux en dire un peu plus? Oui, alors ça, ce sont les isotopes. Je n'étais pas partie pour expliquer ça. Ah, pardon. Non, non, c'est pas grave. Mais là, par exemple, vous avez le carbone 12. Il arrive, donc là, bref, je n'étais pas partie pour expliquer ça, ça peut être un peu long. Alors, je vais essayer de faire clair. Donc là, sa masse atomique est de 12,10111, et puis il y a d'autres chiffres en derrière, hein. Donc pourquoi c'est pas rond? On pourrait dire que c'est rond parce qu'il y a 6 et 6, ça fait 12. Normalement, ça devrait être rond. C'est pas rond parce qu'il va y avoir le carbone 12, le carbone 13, le carbone 14. Donc sur le carbone 12, on a 6 et 6. D'accord? Sur le carbone... Oui? Je disais, quelque part, ce sont les différentes étapes, non, de la formation, non?
Oui, Ils sont pas des- ils vont avoir des neutrons en plus, en fait. Donc, sur Mm. le carbone 12, vous allez avoir 12, pardon, 6 et 6, 6 de chaque, 6 protons, 6 neutrons. Sur le carbone 13, vous allez avoir 6, donc, je vous écoute, 6 protons, 6 voilà, protons et et vous 7. allez avoir, voilà, exactement, vous allez avoir un neutron de plus. Et sur le 14, ça va être 6 et 8. Et donc, cette masse atomique, là, par défaut, c'est la moyenne, en fait, les possibles, entre guillemets, quoi. Voilà, c'est en simplifié, hein. Donc, les isotopes, c'est quand il y a un neutron en plus ou un neutron en moins. C'est pour ça que M. Kesch, le monde scientifique, et je vous ai fait la remarque tout à l'heure en les monde plasmatique, il se base surtout donc sur le proton. Ce qui est important pour eux, c'est le proton, parce que par rapport à l'électron, il est à égale charge. Pas toujours, mais enfin, dans le tableau. Et en fait, le proton, peut-être il est neutre, mais des fois c'est lui qui est en plus. Quand on passe du 12 au 13 ou au 14, c'est le proton. Et donc c'est bien lui qui fait la différence quelque part. Il n'est pas si neutre que ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, d'accord. Ok. Sachant que dans le proton, il y a tout le potentiel d'un atome. Dans le neutron, pardon. Dans le neutron, il y a tout le potentiel d'un atome. C'est pour ça qu'il peut être dit neutre, vu qu'il contient tout, en fait. Il est équilibré, tout s'annule, quoi. Mais s'il split, vous allez pouvoir, d'un neutron, récupérer un atome. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. Et ce que je souhaitais surtout, c'est que vous ayez une compréhension un petit peu plus peut-être facile et une lecture un petit peu plus facile de ce tableau. Donc, je peux mettre le lien dans le chat tout à l'heure, je le mettrai. Si vous C'est voulez le voir. fait, Fred l'a fait, merci. Ah ok, super, merci Fred. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Vraiment sur l'explication du tableau, après je ne veux pas rentrer parce qu'on a l'atelier Verdinier derrière, je ne veux pas rentrer dans plus de détails. C'est bien clair, hein. Donc ça c'est le numéro atomique, votre nombre de protons. Là, c'est la masse, donc qui est en mol. Et en divisant cette masse par le nombre de protons, on va pas prendre l'hydrogène parce qu'il est un peu particulier. On va prendre le carbone, c'est plus simple. En divisant par le nombre de protons, cette masse, vous avez vos nombres de neutrons. Et en haut, vous avez les électrons qui gravitent autour. Et sur cette colonne-là, c'est les périodes. Donc, combien il y a d'orbites autour de votre noyau? 2, 3, 4, vous voyez les chiffres, hein. Le radium, par exemple, il en a 7, parce qu'il est dans la colonne 7. C'est bon, c'est clair, il n'y a plus de questions? C'est bon. Merci. Bah, super. J'essaie de faire simple, c'est pas toujours facile. Je vais ajouter un petit truc, Corinne, si tu veux bien. Oui, vas-y, je t'en prie. De tout temps, en fait, les scientifiques, ils ont essayé de classer les éléments, etc. Et c'est Mendeleev qui avait fait cette table. Il n'a pas... et à l'époque, ils n'avaient pas encore découvert tous les éléments. Et à l'heure d'aujourd'hui, M. Kesch a dit qu'on avait découvert des nouveaux éléments donc avec le GANS et qu'il faudrait refaire la table périodique parce que le tableau parce qu'il n'était plus bon. Et il parle de le faire sous forme d'une spirale, en fait, un peu comme les coquilles d'escargot, vous voyez. Donc le nouveau tableau qui serait fait prendrait peut-être plutôt cette apparence-là. Alors par contre, le tableau, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais on peut toujours rajouter des éléments. Un élément aura toujours sa place. On va pouvoir toujours l'intercaler. Le tableau est fait de cette façon, en fait. Qu'on puisse, au fil du temps, et ça a été fait déjà, hein, rajouter des éléments. Mais c'est vrai qu'en spirale, ça serait pas mal. Ce serait plus logique.
Ouais, est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres ajouts, hein, s'il y a des connaisseurs qui veulent ajouter d'autres petits détails sur la lecture du tableau, bien sûr. Donc, sinon, on va passer à l'atelier des jardiniers. Et donc, c'est Fred qui va vous présenter l'atelier des jardiniers et on va parler des semences, donc que l'on trempe avant la plantation dans l'eau de liquide plasma. Je te laisse la parole, Fred. Pardon, j'avais besoin d'éternuer. Alors, juste, je vais revenir sur ce qui a été vu la dernière fois, très vite fait. Si vous vous souvenez, on a parlé des graines. Pardon. Et alors, ces graines, on a dit que c'était un petit peu comme un œuf, qu'il y avait donc l'amande au milieu, il y avait, et puis il y avait surtout une écorce, et que cette écorce, en fait, de la graine, cette enveloppe plutôt, pour pouvoir l'ouvrir, il fallait un élément essentiel qui était l'eau. Est-ce que vous vous en souvenez? Oui, oui, je m'en souviens, moi. Voilà. Oui. Que c'était un peu en fait comme une barrière et que même les champs de plasma ne pouvaient pas passer l'enveloppe de la graine qui était là pour la protéger. Et si on veut ouvrir cette graine, il disait que d'après les expériences, ils en avaient conclu qu'il fallait vraiment tremper la graine en fait. Donc là, il y a eu une question-réponse avant qu'on attaque la partie d'aujourd'hui, là. Enfin, c'est pas beau ce mot. Avant qu'on passe à la partie d'aujourd'hui, on va voir juste une question-réponse qui était suite à la partie qu'on a fait la dernière fois. Donc, il y a quelqu'un qui a posé une question et Jim a répondu que la force de l'eau est de 18, d'où l'importance du tableau périodique des éléments. Alors, quand vous prenez le tableau et que vous regardez H2O. Donc, Corinne, si tu veux, éventuellement, tu as encore ta table pour leur montrer H2O. Donc, si vous regardez l'hydrogène, il fait 1 en masse. Alors, on sait qu'il y en a 2, H2O. Donc, ça fait 1 fois 2, ça fait 2. Oxygène en masse, il fait 15,99, on arrondit à 16. 16 plus 2, ça fait 18. C'est pour ça qu'il dit que la force de l'eau est de 18. Or, quand on met du CO2, on a le carbone donc, qui est à 12 et on a l'oxygène. Vous voyez le tableau là que je vous présente? Ouais, oui, c'est bon. Oui. Super. Okay. Alors, donc on avait le carbone qui était à 12 et on avait l'oxygène à 8, à 16. Et on en a 2 d'oxygène. Donc, ça fait 16 et 16, 32, plus le carbone qui fait, on a dit, combien on a dit? 16. 32 plus 16, ça nous fait 46. Pourquoi 7? Tu fais hydrogène A plus 1 et carbone, tu fais 6. Non, j'ai pas dit 7 en fait, Lise, j'ai dit 16. Ah, ok, pardon. Il n'y a pas de mal. Carbone, le poids, la masse moléculaire, elle est 12. Donc, carbone, ça fait 12, plus 2 oxygènes qui font donc 16 et 16, 32. Donc, 32 plus 12, ça fait, non, ça fait 32 plus 12, ça fait 44. Voilà. Donc, on a le CO2 qui est à 44 et l'H2O qui est à 18. Donc, le champ gravitationnel, en fait, de l'oxygène, il va activer l'enveloppe de la graine. Et l'ensemble se combine avec la température et cette interaction crée de l'énergie dans l'eau. Voilà. C'est la raison pour laquelle ça va activer la graine, en fait. Est-ce que vous avez suivi cette histoire de masse moléculaire? Comment on fait pour calculer un petit peu la… 33, H2O 33. Hein.
Oxygène. L'oxygène, c'est 8. 8, 8, 16. Pardon, 15. Voilà, 16. mais on considère 16 en fait. Voilà, plus 1. 33. Pourquoi tu as mis plus 1? L'hydrogène? As-tu calculé l'H2O? Ok. Oui. H2, donc 2 hydrogènes. Voilà. Plus, bon, on va dire 16. Alors, plus 32, ça fait 34. Alors. Voilà. Et après, on avait calculé donc le CO2 avec un C à, vas-y, si tu peux l'afficher, à 12, plus 2 O à 15, 30. Donc, c'est 30 plus 12. On était même 16, donc 32. 32. 32 et 12. 44. Ah, je me suis perdue là. Moi, si j'écris pas. Oui, 44. 44. Il nous manque le CO. Voilà, 44 pour le CO2. Et on avait dit combien tout à l'heure pour l'H2O? 34, je crois. Pardon? 34. 34. Et là, tu avais 42, c'est ça? Non, c'est moi, la H2O, c'est moi. 18 pour H2O. Il y a 2 H. Donc 2 H, ça fait 2. Il y a une oxygène. 2 plus 16. 18. D'accord? Et ensuite, le CO2, il y a 12. Donc 18 l'eau et le CO2, ça fait 44. C'est ça. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez un petit peu comment on peut faire pour calculer en fait la force d'un gans ou d'autres choses, hein. Sachant que quand on est sous l'état de gans, comme c'est un gaz qui a été solidifié, on enlève plus ou moins 20%. Ça dépend, on va compter à peu près 20%. En fait, la masse, hein, c'est son nombre de protons et de neutrons. Il faut multiplier par 10 puissance 23 pour avoir le nombre exact pour 1 gramme. Hein. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça fait comme nombre de protons et de neutrons. Voilà. Donc ça, c'était la question-réponse. Est-ce que vous avez compris un petit peu comment on fait pour calculer, par exemple, voir quel gans est plus gravitationnel ou magnétique que l'autre? Est-ce que vous avez compris cette histoire avec le tableau périodique des éléments et cette histoire de calcul de masse? Oui, après, il faut s'habituer à le manipuler. Voilà, c'est tout. Et pas oublier que le tableau est en anglais, donc des fois, vous aurez des appellations comme N. Si vous cherchez azote à la lettre A, ben, vous ne le trouverez pas parce que c'est N qui veut dire nitrogène, en anglais, l'azote. Oui, mais c'est marqué azote en dessous. Voilà. Ça tombe bien. Ouais. Donc, une chose importante aussi, que vous aurez peut-être dû vous noter tout à l'heure, pour le cuivre, par exemple, il fait 63, et quand il est nanocoté, on lui enlève 20%. Donc ça, c'est pareil, c'est encore pas rentré dans la physique, hein, dans la science plasmatique. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est parce que des fois, on se trompe, on n'utilise pas la masse moléculaire, mais on utilise le numéro de place dans le tableau. C'est, je dirais, pas gênant, puisque, par exemple, si vous prenez, on en prend un au pif, allez, on va prendre l'oxygène, si tu veux bien afficher l'oxygène, s'il te plaît, Corinne. Voilà, je grossis un peu. Alors, l'oxygène, vous voyez qu'en haut à gauche, il y a écrit 8, ça c'est sa place dans le tableau, et qu'en bas, il y a écrit 15,99 qu'on arrondit à 16. Vous voyez que c'est le double. Donc, si vous prenez non pas la masse atomique, mais la place dans le tableau, c'est pas grave, ça vous donnera toujours une référence, même si c'est pas la masse moléculaire. C'est quand même une référence parce que la différence, si vous voulez, elle sera toujours pareille. Si vous prenez l'azote qui est à côté et qui fait 7 et 14, on peut dire que l'oxygène, il est plus fort que l'azote parce que l'oxygène, il fait 8 ou 16 et que l'azote, dans tous les cas, il est plus petit puisqu'il fait 7 ou 14. Mais si vous prenez le numéro de place dans le tableau, pour 1,
vous prenez le numéro de place dans le tableau pour tout ce que vous allez calculer. Et si vous prenez la masse atomique, bah, vous prenez la masse de tout ce que vous allez calculer. En fait, que vous preniez l'un ou l'autre, on s'en fiche, c'est pareil. C'est pour ça qu'il y a des confusions des fois. C'est pas la masse atomique. Il faut bien comprendre qu'ils ont été placés dans le tableau, non pas suite à un numéro. Ils sont dans le tableau parce qu'ils ont un nombre de protons X ou Y. En l'occurrence, l'oxygène, là, il aura 8 protons. Donc, il va être il aura une masse atomique plus importante, bien évidemment, que l'azote, qui n'en a que 7. Plus on monte dans le tableau, plus la masse va être forte, pour la bonne raison, c'est qu'il y a à chaque fois un proton de plus. Vous voyez ? Donc là, on est à 9. Si on passe à 10, on est à 20. Si on passe à 11, on est à 22. Hein, vous voyez ? C'est pas un numéro par hasard. C'est ce numéro, en fait, il vous donne le nombre de protons. Et c'est le nombre de protons qui a défini sa place dans le tableau. C'est pas le numéro qui a donné naissance au magnésium. C'est vraiment le magnésium qui est venu s'inclure dans le tableau parce qu'il avait 12 protons. Donc, il a pris la place où il y a 12 protons. Voilà. Est-ce que vous avez compris cette notion? Ouais, prends l'exemple du zirconium, par exemple. Zirconium. Le 40. Le numéro 40. Voilà, zirconium. Zirconium. Parce que là, c'est 40 et 91. Donc, l'histoire des 40 et 80, ça ne marche pas. Parce qu'il est à 5 couches et du coup, il y a des différents... Il a 5 couches d'électrons parce qu'il est dans la période 5. On est d'accord? Donc, jusqu'à là, il a 5 couches. Oui. C'est pas mal. Il a 40 protons et il a une masse de 91 et quelques. Donc, si je divise 91 par 40, enfin, si je soustrais 91 à 40. Ouais, il me reste 51. Voilà. Oui, tu veux dire que le coude est divisé par 2, ça ne marche pas tout à fait. Là. Voilà, c'est ça. Ça marche, mais c'est pas évident que tu aies tout le temps le même nombre de protons que de neutrons. Oui, mais là, par exemple, dans ces cas-là, ça ne marche pas. Oui, ça marche. Mais non, 91, c'est divisé par 2. Non, mais tu n'as pas forcément le même nombre de protons que de neutrons. Ce qui est identique, c'est le nombre de protons en positif et le nombre d'électrons en négatif. Si tu additionnes 2, 8, 18, 10 et 2, ça fait 40. Ce que voulait dire Lise, c'est que quand on fait l'amalgame et qu'on soit un coup on prend la masse atomique, un coup on prend le numéro atomique, ça tombe pas tout en juste. C'est ça que tu voulais dire, Lise. Si pour un élément, tu te bases sur son numéro atomique et pour celui d'après, tu te bases sur sa masse, il y a des chances ou des risques, comme tu veux, pour que ça tombe pas juste. Mais si sur les deux, tu te bases sur son numéro, tu vas bien voir que le sodium, il a une masse plus légère, il est 11, que le magnésium. Ça ne change rien si tu te bases juste sur le numéro atomique. Ce qu'il faut, c'est pas te baser sur un sur le numéro et sur l'autre sur la masse, par exemple, tu vois, bien qu'il faudrait faire le calcul, mais si ça se trouve, on revient à peu près au même. Ok, mais j'ai compris maintenant. Toujours la même référence, tu vois. Le masse atomique était besoin de réduire. Oui. Cette masse, ce n'est pas également avec le numéro de protons. Le masse réduit. Tu veux dire que quand c'est sous l'état de Gans, la masse, elle est réduite, c'est ça? So saying help. Je veux l'aider. Enfin, vous avez bien compris qu'il faut toujours prendre... Masa atomică trebuie redusă, Rusalin. Și nu trebuie să ne uităm la numărul de protoni. Pentru că nu este egală peste tot. Nu este, acest raport nu este uniform în tabel. Deci masa atomică, adică de sus, 12, da? Nu, cea de jos.
de jos. Aia trebuie redusă la 50%. Donc voilà, ce qu'il faut bien retenir, hein, c'est soit vous prenez le numéro, soit vous prenez la masse quand vous comparez deux éléments. C'est beaucoup plus simple. Hein. Il dit que normalement on prend la masse atomique. C'est elle qui va falloir la réduire après quand on est à l'état de gaz. Oui, à l'état de Gans, il faut en enlever un peu. On considère à peu près 20%. Vous êtes d'accord? Oui, c'est ça. 20%. Se reduce, Adrian. Cum să reduci 20%? Hai să ne uităm la carbon. Unde este? Voilà. Carbon. Masse atomique. À l'atelier des jardiniers. Corinne, affiche-lui le carbone. Je crois qu'il voulait dire quelque chose avec, non? S'il te plaît. Ouais, mais je voudrais pas que ça embrouille un peu. Là, pour l'instant, c'est à peu près clair. Allez, allons-y. Le masse atomique du carbone était 22. 12. În Gans était 6. Deci 12 masa atomică. Da. Și în stare de Gans este 6. Et à l'état de gaz, c'est 6. Donc ça réduit à moitié. Dacă ne uităm la bismut, nu se păstrează. Masa atomică e 208, dar și numărul de protoni 83. Deci să nu ne păcălim. Donc, Enfin, on pourrait résumer en disant que de toute façon, si vous prenez deux matériaux qui sont en état de Gans, si vous prenez la même référence, de toute façon, si on enlève la même chose, aux deux, donc on aura toujours la même proportion. Hein. Tocmai asta vreau să spun, Rosalie. Le carbone, il va jamais être plus que l'autre. tu vrei să spui că se folosește numai masa atomică. Da, masa atomică trebuie împărțită la 2, fără să ținem cont de numărul de protoni. Il faut regarder la masse atomique. C'est sans tenir compte de numéro. Și dai exemplu de la polonium. C'est toujours la masse atomique. Monsieur Cash utilise beaucoup le numéro atomique. La masse atomique. Le numéro. Les deux, en fait, parce qu'on a vu les deux. Moi, là, par exemple, sur l'atelier des jardiniers que j'ai fait, en fait, que je traduis en ce moment, ils utilisent. Excusez-moi un peu. Rosaline, exemple par polonium. Masse atomique est 209 et le numéro de protons était 84. 84. Yes. Ce n'est pas un rapport à 2. Nu este un rapport la 2. C'est pas un rapport à moitié, tu veux dire. C'est pas à la moitié. C'est pas une division. Le numéro d'électrons est... Alors, quand je parle de la division à moitié, c'est pas moi qui le dis, hein, je l'invente pas, hein, ce que je vous raconte. Quand je parle de la moitié, c'est la moitié de la masse. Pour le magnésium, par exemple, la moitié de la masse qui va vous donner le nombre de neutrons. Oui, mais il veut dire que ça ne correspond pas toujours à la moitié. Non, bah non, parce que je vous l'ai expliqué pour le carbone, ça dépend si c'est un carbone 12, un carbone 13 ou un carbone 14. C'est pour ça que dans la masse, on a une moyenne de tous ces composants. Voilà. Voilà, excusez-nous. Non, c'est bon. C'est bien de mettre au clair. Et donc, par exemple, les cuivres nano, là. Le cuivre nano, CU, je l'ai perdu. Le cuivre, c'est le 29. Merci. 29. Vanille rose. Et là, on va faire un par un 4, 5, 6. Sur la ligne 4. 4. La ligne 4. Ah, 29. Colonne 11. Yes. Voilà. Alors, là, quand c'est un cuivre nano, c'est quoi? Il va avoir une masse qui va être inférieure, en fait. Alors, moi, d'après ce que j'ai entendu, on enlèverait 20%. Après, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a d'autres explications? Mais n'empêche que si tu prends un cuivre nano et si tu prends un zinc nano côté, par exemple, vu qu'on enlève quasiment toujours la même valeur, si tu prends la même référence, tu auras toujours le même écart. Tu vois ce que je veux dire, Ali? Oui.
Ok, voilà. Mais c'est juste pour le calculer, pour savoir, voilà quoi, si tu enlèves Par contre, 20%, ok quoi. ouais, ce qui va être plus délicat, c'est quand tu as un cuivre nano et un cuivre non nano, pour savoir exactement l'écart. Mais tu vas Ouais. savoir que le cuivre nano, il va avoir une masse, alors, qui va être inférieure. Ouais. Ok. Il a une masse qui est inférieure. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on rajoute du carbone, puisque du coup, il y a du carbone sur le nano. Est-ce qu'on ajoute du carbone au cuivre? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Sincèrement, je n'ai pas la réponse. Hein. Ouais. Je pense que oui. Bah oui, parce que c'est du CuO2. C'est UO2 quand il est nano, hein, le gant, c'est ça? C'est du gant dont tu parles? Non, juste de la plaque, en fait. De la plaque. Du cuivre, on a du nano, on a du sel qui va entrer dedans. Donc voilà, il y a tous ces composants. On vous fait une explication assez simple pour comprendre l'ensemble. Après, c'est bien plus complexe que ce qu'on pense, hein, parce qu'il y a le NaCl à rajouter. Moi, je n'étais pas partie pour ça. J'étais partie pour que vous arriviez à vous servir du tableau, en fait, et comprendre ce qui a marqué dans le tableau. Voilà. Et surtout parce que je vais revenir, moi, là, dans ce qui arrive sur les calculs de masse. Et voilà, c'était pour que vous compreniez de quoi je parle, en fait. Ok, c'est super alors. Merci. Sinon, pour la lecture du tableau, c'est clair? Oui, oui. Ah, ok. Bon. Oui. Alors, je vais remettre les jardiniers. Et pour le Gans, on a de la chance. Nos amis roumains nous ont invités à participer à un Zoom collectif encore avec eux. Et donc, on va faire un Zoom spécial Gans tous ensemble. On vous tiendra au courant. Super. Merci à eux pour leur invitation. Oui, merci. Alors, on va commencer donc la partie suivante qui concerne le trempage des graines. Alors, comme d'habitude, moi, je fais dérouler la vidéo sur mon ordinateur et je vous traduis en même temps. Donc, et vous regardez l'écran et vous avez les slides, pardon, les diapos en français. Pardon, je viens d'avoir un souci sur l'ordi. Donc là, c'est un exemple de trempage de graines de radis dans de l'eau plasma avec du liquide CO2 pendant 12 à 24 heures. Donc il y a un petit temps de décalage parce qu'il faut qu'elle traduise la vidéo, elle l'écoute, elle la ça y est. Alors, on va vous donner des détails sur ce qu'ils ont fait en trempant leurs graines dans l'eau de plasma. J'ai touché le clavier par... Alors, ils ont fait deux bacs là. Ils ont fait un bac avec juste de l'eau normale et ils ont fait un bac avec de l'eau de liquide plasma. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Alors, ce qu'ils font normalement, c'est qu'ils les laissent pousser pendant une semaine. Et quand on regarde, on peut voir que celles qui étaient dans le plasma et celles qui sont dans l'eau ont l'air identiques. Alors, ce qu'ils font habituellement, c'est qu'ils les arrosent juste une paire de fois après la germination. Donc, ils l'arrosent soit avec de l'eau de plasma pour l'expérience plasma et avec de l'eau normale pour le bac témoin, on dira. Alors, les bacs ont l'air vraiment identiques. Donc, mais il y a une différence marquée. Ah oui, c'est la... On n'a pas la bonne diapo, c'est la diapo avec les salades dans le bac, Corinne. Un peu plus... Encore avant. Merci, c'est celle-là. Alors, comme vous pouvez le voir dans la prochaine diapo, donc tu peux avancer un petit peu.
Voilà. Là, on voit les racines. Alors, ce qu'on peut regarder, c'est que les racines qui ont trempé dans le CO2 sont beaucoup plus grosses et beaucoup plus denses. Vous pouvez voir sur les images que le radis normal, la racine de radis normal a grandi de manière pathétique en comparaison avec celle de CO2. Alors, ce qui apparaît, c'est que quand la plante commence à s'établir, en premier, elle prend soin de faire un bon système racinaire pour faciliter le reste de sa croissance. On peut changer de diapo, s'il te plaît, Corinne. Alors, pourquoi le CO2 fonctionne? Alors, quand on regarde le carbone et l'oxygène, c'est la connexion entre la structure de l'acide aminé de la graine et le gaz de CO2. Quand on regarde les deux ensemble, le carbone est la connexion et l'oxygène est celui qui va faire graviter. Alors, ça permet une connexion avec la structure de l'acide aminé, mais ça ajoute aussi au total des deux. Alors, on peut changer de diapo si tu veux bien. Peut-être un rappel pour ceux qui n'avaient pas compris le COHN, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le carbone, l'oxygène, l'hydrogène et l'azote, qui est la base de la structure de l'acide aminé qui est présent en fait dans tout être vivant. Pour la plante, on aura un COHN avec du magnésium et du potassium, et la différence avec l'humain, c'est qu'on a aussi le COHN, sauf qu'on ajoute du fer qui fait notre sang au lieu de la chlorophylle. Alors, quand on regarde justement le CHON, le carbone, l'oxygène, l'hydrogène et l'azote, on atteint 43. Alors, on peut le faire si vous voulez. Ils n'ont pas pris là, donc, la masse atomique, ils ont pris le numéro atomique. Donc, on a le carbone à 12, plus l'hydrogène à 1, l'oxygène à 16 et l'azote à 14. Ça fait 43. Donc là, vous voyez, on a l'exemple où ils n'ont pas pris la masse atomique, ils ont pris le numéro. Moi, je ne fais que traduire. Hein. Et quand vous regardez le CO2, c'est 44. Donc, carbone 12, oxygène x 2, ça fait 16 x 2 égale 32. 32 plus 12 égale 44. Donc, le CO2, ça fait 44 et le CHON, ça fait 43. Donc, c'est une force de champ très similaire. Et ça va nourrir, en fait, la structure de l'aminoacide. Alors, quand on trempe les graines dans le plasma liquide, dans l'eau de plasma liquide, et quand on les plante dans le sol, on change l'environnement entier autour de la plante. Ce qui a un effet qui va au-delà de ce qu'on pourrait voir. Donc, je voulais expliquer qu'on n'utilise pas juste comme un fertiliseur. Parce que le CO2 n'est pas qu'un fertiliseur. Il change littéralement le champ magrave complet de la plante. Et en le faisant, la plante devient son propre petit vaisseau
Et il est fort, ce vaisseau. Il peut stopper, résister aux champs environnants. Donc, plus le champ magrave de la plante est en bonne santé et fort, tout comme nous, le plus on peut résister à toutes les incursions de tout ce qui viendrait à l'intérieur. On peut être assez fort en nous-mêmes et la plante peut donc être vraiment très forte. On peut passer à la diapo suivante, Corinne, si tu veux bien. Alors, le plasma va ajouter au champ magrave de la plante. Donc, des champs magraves plus forts dans la plante permettent un changement dans l'environnement local. Et les plantes deviennent plus indépendantes des champs extérieurs. Donc, il y a moins de dommages dus à une chaleur excessive. Ce sont des choses qu'ils viennent de découvrir. Les plantes sont fortes, en bonne santé, alors que d'habitude, ils avaient des problèmes avec la moisissure des champignons dans un environnement humide ou avec peu de lumière. Ces radis qu'ils font habituellement, s'ils ont un temps couvert et pluvieux, pendant les jours où ils sont prêts à être coupés, mais vous savez, vous n'avez pas toujours le temps, donc ils ne les coupent pas tout de suite, ils deviennent souvent moisis et pleins de champignons. Et ils ont eu beaucoup d'expériences comme ça, où ils ont eu auparavant, où ils ont dû les jeter. Mais depuis qu'ils utilisent le plasma, ils n'ont plus ce problème du tout. Les plantes ont besoin de moins d'eau. Donc, ils l'ont découvert et il semble qu'elles n'ont pas besoin. Non, pardon. Ils ont découvert récemment qu'elles n'ont pas l'air d'être aussi malheureuses quand c'est chaud pendant la journée et que vous avez besoin de venir et de les arroser. Elles ont toujours l'air bien. Elle ne ressemble plus à comme quelqu'un qui voudrait aller vers le bas et ne se ramollissent plus. Elles ont des très belles couleurs. Et la plante dure beaucoup plus longtemps après la récolte. Elle a étendu sa vie. Donc, c'est une présentation qu'ils donneront en public. Et ils ont fait d'autres expériences à ce sujet. Donc, vous créez une condition autour de la plante qui fait que la plante dit « Je suis en bonne santé, je ne suis pas de la nourriture ». Monsieur Kesch a expliqué auparavant, par exemple, si vous avez 4 personnes et que vous les mettez en rang dans un endroit infesté de moustiques, vous en trouverez un petit peu qui sont méchamment mangés. Vous en trouverez un qui n'est pas mangé du tout. Et vous en trouverez un qui est horriblement piqué. Et terriblement. La raison est qu'ils offrent un champ magrave différent, une force de champ magrave différente.
Certains disent aux moustiques, je suis de la nourriture, viens me manger. Et quand vous avez une forte et bonne santé, un champ magrave de forte et bonne santé, autour de vous, qui dit, je ne suis pas là, je suis en bonne santé et je ne suis pas de la nourriture. Elisa pense que c'est vraiment ce qui se passe avec les plantes. Quand on les nourrit avec de l'eau de ganse, elles deviennent tellement fortes et indépendantes que la plupart des insectes ne les toucheront pas. Et les insectes qui sont tombés sur les plantes en mauvaise santé, à cause de leurs conditions, n'attaqueront généralement pas les plantes à qui on a donné du ganse. Ce que l'on a vu par la suite, c'est que tous nos systèmes, c'est qu'au lieu d'avoir des papillons de nuit qui font des œufs et qui donnent des chenilles, avec une infestation où ils perdent toute leur laitue, ce qui leur est déjà arrivé auparavant, maintenant quand ils font la récolte, ils trouveront peut-être une grosse chenille et ils diront, eh ben, ok, on va laisser quelques feuilles, mais c'est la fin. Alors il n'y a plus d'infestation. Et c'est crucial à comprendre. Que c'est les plantes en mauvaise santé qui attirent beaucoup d'insectes. Alors, c'est la fin de cette petite partie de la présentation. Donc, si vous avez des questions sur cette petite présentation, on vous écoute. Alors, pas de questions? Je pense que vous l'aviez compris déjà avec les enseignements qu'on a eus précédemment, hein, ça redit un petit peu la même chose. On avait bien compris que les insectes attaquaient que les plantes qui n'étaient pas en bonne condition, qu'on rééquilibrait les champs avec le CO2 ou les autres ganses. Et du coup, quand la plante est équilibrée, en bonne santé, il n'y a plus d'infestation d'insectes. D'ailleurs, il y a Catherine qui m'avait partagé un beau truc sur son... Vous vous rappelez, Catherine nous a souvent parlé de son bonsaï, là, qui était malade. Si tu veux repartager, Catherine, peut-être. C'était pas le bonsaï, c'était le goji. Ah oui, c'est ça. Ben, le goji, il avait refait plein de feuilles, il avait refait plein de fleurs. Il m'avait fait un ou deux petits goji, il m'avait jamais fait ça. Il était resté complètement sans feuilles. J'avais peur parce qu'il était vraiment bizarre. Les branches, elles étaient sèches, on voyait qu'il n'était pas du bon côté, hein. Et là, dernièrement, moi, je t'avais dit, là, parce que j'ai eu des petits soucis là, avec ma fille, tout ça, je voulais faire des photos, des machins, mais il a repris, il a refait des fleurs, je reverrai comment ça se passe après, mais normalement, il est bon. Ok, super. Donc, c'est la fin de cette petite partie. Je vous laisse intervenir si vous voulez poser des questions, partager quelque chose. Je pense que pour ce soir, là, pour l'enseignement sur l'agriculture, c'est suffisant. Ça fait 1 heure qu'on est dessus. On ne veut pas trop tarder parce qu'on a pas mal bossé avec Corinne, là, avec les Roumains et puis avec toutes les personnes qui vont participer demain
l'organisation de l'événement. Je vous en parlerai après, là, quand en conclusion, on va vous expliquer. Mais du coup, voilà, pour ce soir, on prend là vos questions, vos partages, et puis après, on clôturera la séance. Oui, c'est Jean-Marc. Bonsoir Jean-Marc. Oui, bonsoir Fred. Voilà, moi je suis avec beaucoup d'intérêt tout ça parce que j'ai un germoir et j'utilise les graines germées. Alors je me demandais si ajouter du CO2, de l'eau plasma de CO2, dans le réservoir de 5 litres qui alimente pour 24 heures le germoir, ça allait apporter quelque chose. Alors est-ce que quelqu'un a essayé? Est-ce que quelqu'un a une idée là-dessus? Savoir, parce que d'après ce que tu dis, ce sont les racines surtout qui se développent davantage. Or, pour manger les graines germées, la racine ne m'intéresse pas. Mais je pense que le dernier panneau, là, qui est encore sur l'écran, dit que la plante est plus robuste, elle a davantage de vitalité, donc je pense que ça devrait être aussi très bon. Enfin, si quelqu'un a essayé, ça m'intéresse. Ouais, moi j'ai essayé et en fait ça germe beaucoup plus vite. Mais vraiment beaucoup plus vite. On gagne du temps, on va 2 fois plus vite. Voilà. C'est déjà pas mal. Ouais. Et en plus, les feuilles et les tiges que l'on mange devraient avoir une plus grande vitalité. À tous les coups. Alors moi j'ai essayé aussi, c'est Corinne. Par contre, je ne mettais pas que du CO2, je mettais du CO2 et du ZNO. Et en fait, dans le ZNO, tu as le N de l'azote. Et ce qui fait pousser la feuille, si mes données sont bonnes, c'est l'azote. Souvent, ils en rajoutent dans les champs d'ailleurs pour faire monter un peu la végétation. Et en mettant un mélange de CO2 ZNO, moi dans mon germoir, ça va plus vite qu'avant, c'est beaucoup plus vert et comme ça va plus vite, tu vois, ça a moins tendance à s'abîmer en fait. Moi j'ai des bons résultats. Je suis OK avec toi pour le ZNO que ça favorise, mais le ZNO, il n'y a pas d'azote dedans, c'est juste ZN, c'est pour le zinc et O pour l'oxygène. Par contre, il prend l'azote dans l'environnement. C'est l'environnement, c'est pas. Oui, voilà, merci. En fait, il apporte l'azote, je pense, nécessaire à la plante pour le reste, pour la feuille. Est-ce que vous avez senti une différence de goût ou je sais pas, en le mangeant? Est-ce que c'est plus croquant, Est-ce que vous trouvez une différence? Enfin, dès demain, je vais essayer. Ben, moi, j'ai tendance à vaporiser un petit peu tout avec du CO2 ZNO depuis pas mal de temps. Alors, c'est vrai que, en tout cas, ça a bon goût, ça c'est sûr. Ça a bon goût, je trouve ferme et je trouve que ça nourrit plus. Enfin, c'est ce que je ressens après. Oui, parce qu'on a surtout... Et oui, on a surtout besoin d'énergie. Hein. Mais Jean-Marc, toi, tu verras la différence parce que c'est la première fois que tu vas les faire, donc tu vas vraiment la voir. Et puis, je suis prévenu aussi. Non, mais je vais essayer. Alors là, il parlait vraiment, oui, de la germination. Alors peut-être que tu peux faire tremper dans un bac de CO2 en première intention et ensuite les mettre avec du CO2 ZNO et pourquoi pas une pointe de CH3. Enfin, moi, le CH3, je l'utilise pour les plantes et effectivement, elles verdissent mieux, elles poussent mieux, quoi. Alors, oui, mais ça me complique passablement parce que c'est un germoir. Disons qu'il y a 5 bacs où je peux mettre des graines, des lentilles, n'importe quoi. Et puis il y a un réservoir et toutes les 2 heures ou 3 heures, il y a un programmateur qui, les graines sont arrosées. Enfin, c'est un brumisateur. Oui, je vois. Oui, mais avant de mettre tes graines, tu peux moi, je les fais tremper avant de les mettre en germination. Non, moi, je les mets directement. Ah ouais, moi je les fais tremper 6 heures à peu près, tu vois, si ça 12, ça dépend à quelle heure je les mets à tremper. Je ne veux pas me lever en pleine nuit pour les sortir, mais je les fais toujours tremper et ensuite je les mets dans le germoir. En tout cas, tu peux mettre des petites fioles avec des CH3 autour si tu veux. Comme ça, tu auras les champs. Ah oui, aussi. Ouais, ben l'idée. Je vais essayer le CO2, je vais essayer tout ça dès demain, l'un après l'autre, puis je vous tiendrai au courant. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. Nous.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres partages d'expériences? Alors, comme il n'y a plus de questions, je vais vous parler de ce qui va se passer demain. Demain, on va faire... Alors demain, c'est le 11 novembre de l'année 2018. Quand on additionne 2 plus 0 plus 1 plus 8, ça fait 11. Donc ça fait 11, 11, 11. Et alors, ça va être un moment particulier parce que très, très chargé au niveau des énergies. Et c'est en particulier un moment où on va pouvoir se reconnecter avec notre âme au niveau énergétique. Du coup, on a décidé de... Et puis c'est un moment aussi où vraiment la lumière peut l'emporter sur tout le reste. Et du coup, on a décidé de faire une... Alors, on n'appelle pas ça une méditation, mais un temps qu'on va prendre pour en fait se connecter avec nous-mêmes, avec les chants, et puis envoyer des intentions de paix, d'harmonie, de prospérité, voilà, pour tous les êtres, pour tout l'univers. Du coup, ça a lieu à 11 h demain matin, heure française. Hein. On est en CET, ça veut dire Central Eastern Time. Et c'est un événement qui est international parce qu'on va avoir avec... donc, on va faire ça dans la salle roumaine. C'est pour ça que vous voyez le numéro en bas de l'écran qui est différent d'habitude. Donc, au lieu de taper 108 875 524 dans Zoom, vous taperez 794 556 86 75. Il y aura donc nos amis roumains, des Espagnols, des Portugais, des Allemands et des Anglais. Ça sera en anglais et ça sera traduit donc dans toutes ces langues-là. On vous invite à participer, bien sûr. Vous êtes les bienvenus. Si jamais vous ne pouvez pas parce que, je ne sais pas, il y a de la famille, ou pensez-y à 11 h 11, hein, prenez vraiment un temps pour vous recentrer, en fait, pour se centrer et puis pour envoyer donc des belles pensées, voilà, des pensées d'amour, de paix pour tout l'univers et pour tous les êtres qui sont. Bon, je pense que CET, oui, pardon, CET, c'est l'heure de la montre. C'est l'heure en France, en fait, sur tous ceux qui sont sur le fuseau qu'on appelle Central Eastern Time. Donc, pour nous, la France, c'est 11 h. Pour les Roumains, par exemple, ça sera midi. Tu vois? D'accord. Pour ceux qui sont à Houston, ça sera moins 5 heures. Alors, ça dépend où vous vous trouvez sur les fuseaux horaires. Mais si vous tapez sur Internet 11 h CET, vous aurez différentes heures, vous verrez. Bon, après, je peux partager parce que je l'ai fait tout à l'heure. Voilà, par exemple, vous voyez, à Paris, quand il est 18 h en CET, donc on est à plus 0 hein, par rapport au méridien de Greenwich. À Vancouver, il est 9 h, à Houston, il est 11 h, à Melbourne, il est 4 h, à Bucarest, il est 20 h. Voilà. Et on a décidé donc de le faire à 11 h sur l'heure du soleil, sur le méridien de Greenwich en fait. C'est donc pas l'heure de la montre. C'est l'heure de la montre moins 1. Eh ben non, on est à plus 0. Non, nous en France, on a plus 1 en ce moment. Cet été, on avait plus 2. Là, on est à plus 1 en France. Ah bah écoute, alors j'y comprends rien parce que mon téléphone, tu vois, il me dit aujourd'hui plus 0 par rapport à Greenwich. Bon, en tout cas, à l'heure de la France, c'est 11 h demain matin. Bon. Et ça, c'est l'heure CET. D'accord. Voilà.
Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour demain, par exemple? Si jamais il y a des nouvelles langues qui se présentent, si vous parlez une langue étrangère et que vous souhaitez traduire dans votre langue, vous êtes bienvenue. On n'aura peut-être pas tous les documents dans votre langue parce que là, on a trouvé des traducteurs pour l'anglais au français, pour l'espagnol, pour le roumain, pour l'anglais, l'allemand, le portugais, mais on n'a pas trouvé d'autres traducteurs, donc on s'est limité à ça, mais c'est pas du tout arbitraire, hein, ou c'est vraiment parce qu'on n'avait que ces traducteurs-là de présent. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'autres langues. S'il y en avait eu d'autres, on aurait accueilli. Frédéric, c'est pour te Oui. demander si Adrien il t'a envoyé le traité en roumain. Déjà. S'il m'a envoyé le traité de paix, c'est ça? Oui, en roumain. Je ne sais pas. On en discute tout à l'heure si tu veux, ou alors je clôture la séance et on en discute tout de suite. Donc Corinne, si tu veux clôturer. En tout cas, merci de votre écoute à tous. Je ne clôturerai pas à cause de ça. Si vous voulez J'espère continuer. qu'il y aura plein de monde demain. Et les Roumains, si vous voulez, on se parle là juste après, on clôture. Oui, bonsoir à tous. Merci Fred, bonsoir à tous, à demain. Bonsoir à tous, bonsoir à tous, à demain. Merci Corinne. Ouais, bonsoir à tous. Adrien. Darussalim. N'oubliez pas que demain, donc c'est sur la salle roumaine, par contre, hein, Fred, tu l'as peut-être pas précisé. Excusez-moi, Rusalin, dites-moi. Ai găsit tratatul? Da, l-am găsit, acum îl corectăm și în următoarea jumătate de oră îl punem pe chat-ul de 11. Bine, merci. Il a dit qu'il a trouvé le traité, il va faire 2-3 petits retouches et il va l'envoyer dans une demi-heure maximum. Ça roule, merci. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. Ouais, bonsoir. Et puis juste pour la petite information, si vous additionnez tous les chiffres, en partant donc du 11/11/2018 à 11h11, en additionnant tous les chiffres un par un, et en réduisant à un seul chiffre à la fin, vous arrivez au chiffre 1. Voilà. Allez, toute belle soirée à vous. À demain pour ceux qui viennent.